Le point des idées, on se retrouve comme chaque dimanche sur LCI avec Étienne Jarnel, le directeur du Point. Et cette semaine, nous recevons un homme d'État. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI, ancien ministre. Vous avez occupé plusieurs portefeuilles régaliens sous François Mitterrand, puis dans les gouvernements Jospin, l'intérieur, la défense, mais aussi l'éducation, la recherche, en faisant toujours usage de votre liberté de parole. Et cette célèbre formule, un ministre, ça ferme sa gueule et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Vous l'avez ouvert souvent et vous avez démissionné 3 fois. Homme de gauche, mais surtout républicain, candidat à la présidentielle de 2002 avec ce slogan « Au-dessus de la droite et de la gauche, il y a la République ». Macroniste avant l'heure, en quelque sorte, grand défenseur de la laïcité, d'une ligne de fermeté républicaine. Vos prises de position ont longtemps détonné dans votre famille politique d'origine. Aujourd'hui, président de la Fondation Respublica, vous avez également présidé de 2016 à 2018 la Fondation de l'Islam de France. Et vous avez publié l'an dernier vos mémoires, Jean-Pierre Chevènement. Qui veut risquer sa vie la sauvera, aux éditions Robert Laffont. On est ravis de vous recevoir, Jean-Pierre Chevènement, parce que vous êtes plutôt rare. Vous dites, d'ailleurs, vous l'avez dit dans le Point, l'autorité ne va pas sans mystère, en citant De Gaulle, d'ailleurs, qui avait dit quelque chose de similaire. Alors, on va commencer directement dans le cœur du sujet. La République, qui est le grand sujet de débat aujourd'hui, la République laïcité, à Grenoble, 2 professeurs de Sciences Po ont été accusés par leurs élèves et puis par l'UNEF, le syndicat étudiant, d'être islamophobes. Ils vivent aujourd'hui sous protection policière. On vit dans un monde de fous. Qu'est-ce qui se passe ? Notons d'abord que le mot islamophobie est très contestable. Parce que s'il s'agit d'être contre des actes anti-musulmans, cela va de soi. Mais s'il s'agit de soustraire l'islam en tant que grande religion à la critique, il faut rappeler quand même que le christianisme s'est soumis à la critique biblique, à la critique de ses textes, et que par conséquent, on ne peut pas admettre que pour quelque religion que ce soit, elle puisse se soustraire à la critique. Donc le mot islamophobie, je ne l'emploie jamais. Mais c'est devenu en effet une accusation facile, proférée par des gens qui s'instaurent en justiciers et n'hésitent pas à désigner nommément un certain nombre de gens qui, par la suite, peuvent être naturellement pris pour cible. Mais c'est arrivé à Samuel Paty, par exemple. C'est arrivé à Samuel Paty, c'est arrivé à beaucoup d'autres. Disons que c'est une atmosphère d'intolérance insupportable et qu'il faut combattre. L'islamo-gauchisme, c'est une réalité ? La réalité, elle est dans la pétition qui s'est manifestée juste après la désignation de ces 2 enseignants à l'Institut d'études politiques de Grenoble par une pétition en sens contraire signée par leurs propres collègues, appelant à moduler, à trouver des compromis, etc. Voilà, une absence de fermeté sur les principes qui est tout à fait caractéristique d'un courant de pensée que je ne veux pas désigner par le mot islamo-gauchiste, qui est très général, qui juxtapose 2 concepts d'ordre différent. Mais disons qu'il y a une sorte de tendance très facile à voir dans l'islamisme une sorte de 3e étage de la fusée émancipatrice, qui était la première. Premier étage, c'était la lutte pour l'indépendance politique. 2e étage, la lutte pour l'indépendance économique. 3e étage, ce serait l'indépendance culturelle, ou plus exactement l'islamisme. En oubliant qu'il y a une rupture avec l'universel à ce niveau-là. Et que la complaisance vis-à-vis de l'islamisme, c'est la complaisance vis-à-vis d'un anti-rationalisme, d'un anti-occidentalisme qui n'est pas supportable, car nous sommes les héritiers de cette civilisation, et nous devons maintenir l'idée que l'avenir est à la raison, que nous préparons un siècle de raison, encore un siècle de raison. Et vous qui avez toujours connu ces clivages entre les 2 gauches, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, c'est ça aujourd'hui le clivage de la gauche, le clivage sur la question identitaire, entre les identitaires et les universalistes ? Alors, la gauche a connu bien des clivages, et je dirais que les clivages que j'ai connus étaient d'une autre nature. Mais nous avons quand même, depuis près de 50 ans à peu près, un mouvement qui va vers la critique
du principe qui était au fondement du mouvement des Lumières. Ce principe, c'était le principe posé par Kant, ose penser par toi-même, hein, ode sapere. C'était l'esprit critique, c'était la capacité de mettre en avant l'entendement par l'homme des causes qu'il entend soutenir. Et la critique aujourd'hui se porte même contre la raison, c'est-à-dire que elle s'est retournée en quelque sorte contre le principe fondateur de la civilisation des Lumières. Et nous avons tout un courant irrationaliste qui s'est développé depuis déjà très longtemps. Il faut rappeler quand même que les fascismes étaient portés par une philosophie irrationaliste. Mais plus récemment, nous avons vu un mouvement de déconstruction dont le nom majeur qui domine est celui de Michel Foucault, qui a mis en cause le pouvoir en tant que tel, non pas en tant que pouvoir d'exploitation, mais le pouvoir vécu comme un mal en soi. Et c'est à partir de Foucault, qui a pris le modèle de la prison comme étant le modèle de toute organisation sociale, l'usine, l'école, l'asile psychiatrique, c'est à partir de Foucault que quelques-uns de ses émules aussi, je vais citer Derrida, Deleuze, je pourrais en citer quelques-uns, mais ça n'est pas le plus important, c'est que l'idée de la domination s'est substituée à l'idée de l'exploitation. Ce sont les dominés, quels qu'ils soient, qui sont mis en cause par ce courant de pensée. Par conséquent, on ne cherche plus à savoir au nom de quoi ils dominent, parce qu'ils pourraient dominer pour de bonnes raisons. Hein. Non, c'est le fait qu'il domine qui est insupportable. Alors justement, vous citez Foucault. Foucault a été beaucoup lu, beaucoup utilisé sur les campus américains, dans les universités américaines. Et ces idées-là nous reviennent d'une certaine façon un peu transformées. C'est ce qu'on appelle les woke, ou le courant décolonial, qui vient pour une bonne partie des États-Unis et qui commence à prendre en France de manière significative. Qu'est-ce que vous inspire? Par exemple, récemment, la présidente de l'UNEF a admis qu'il y avait au sein de l'UNEF des réunions dites non mixtes de personnes racisées, c'est-à-dire en gros des réunions interdites aux Blancs. Est-ce que ça vous affole? Ça ne m'affole pas, rien ne m'affole. Mais je dois dire que je comprends qu'aux États-Unis, les questions de race jouent un rôle très particulier. Leur histoire n'est pas la même. Parce que l'histoire n'est pas la même, parce qu'il y a eu l'esclavagisme jusqu'à une date finalement assez récente. Et puis parce que dans le système américain, ce n'est pas la citoyenneté qui est au fondement de la légitimité, c'est Dieu. Le président de la République, il prête serment sur la Bible. Dieu est partout, il est sur les billets de banque. In God we trust. Hein. Donc c'est Dieu, et il y a différentes variétés de Dieu. Talleyrand se plaignait déjà qu'il y eut 400 religions et un seul fromage aux États-Unis où ils étaient réfugiés pendant la Terreur. Hein. Donc beaucoup de religions, des dissidents, des puritains venus d'Angleterre, hein, se mettre à l'abri de la religion officielle qui était l'anglicanisme. Et dans ce modèle porté par les États-Unis, qui est le modèle anglo-saxon, naturellement, la citoyenneté, la liberté d'expression n'a pas le même statut que dans le modèle français laïque, qui, lui, met clairement dans la Déclaration des droits de l'homme la citoyenneté au cœur de la légitimité nouvelle. Il n'y a pas de souveraineté qui n'émane de la nation. Donc ce sont les citoyens qui encore exercent cette souveraineté et leur liberté de conscience est totale. Toutes les opinions sont permises. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Oui. Donc ça, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc nous avons deux types de démocratie qui sont quand même assez différents. Démocratie anglo-saxonne, qui combine d'ailleurs plusieurs courants et moins conflictuelle que la démocratie française, qui tire son origine quand même de la Révolution, d'une révolution qui va jusqu'au bout, qui s'inspire de Rousseau. Ce n'est pas le même modèle. Donc nous avons cette culture woke qui nous vient des États-Unis. Ils sont éveillés, mais éveillés à quoi? Ils sont éveillés à toute forme d'oppression, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, il y a la race, mais ça peut être le sexe,
ça peut être L'orientation sexuelle. Oui. l'agression sexuelle, évidemment. L'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle. Donc, naturellement, cette culture met en avant le droit des minorités et oublie un petit peu que la démocratie elle repose sur l'acceptation, au moins provisoire, du fait majoritaire. Alors, est-ce que là, vous dites finalement, il y a quelque chose qui vient de mai 68. C'est très étonnant. Qu'est-ce qui, dans tous ces mouvements-là, qu'est-ce qui vient de mai 68 d'après vous? Il est interdit d'interdire, ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est Bah, l'absence, j'étais pas né, mais. c'est l'absence de limite. Or, la République n'est pas un régime qui prône l'absence de limite. La République, c'est le régime de la règle, mais de la règle légitime qu'on appelle la loi délibérée collectivement, la loi qui est l'expression de la volonté générale. Vous relisez le contrat social. Hein. Ce n'est pas un régime sans règles. Hein. Disons qu'il faut qu'il y ait des règles, hein, et c'est une vieille tradition. Je crois que c'est Lacordaire qui disait entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Alors évidemment, c'est une conception qui peut être débattue, mais entre ce qu'on appelle la droite et la gauche, il y a un va-et-vient perpétuel des thèmes, des idées. Et on sent que la jeunesse, aujourd'hui, a de plus en plus de mal à se reconnaître dans cette conception là de la République. On l'a vu par exemple récemment avec des sondages autour de la laïcité. On a vu que la jeunesse française adhère moins à cette notion de laïcité que vous défendez tant. Est-ce que ça vous inquiète? Disons les choses telles qu'elles sont. On ne lui explique plus. La laïcité n'est plus portée par un corps de hussards militants, et même les tenants officiels de laïcité ont complètement perdu leur repère. Hein. Je cite souvent Jean Massé, qui était le fondateur de la Ligue de l'enseignement, hein, paix à l'âme de ses successeurs, mais Jean Massé disait « la laïcité, c'est le combat contre l'ignorance ». Ça au moins c'était clair. Hein. Donc il se faisait le porteur des valeurs de la transmission, des valeurs du savoir et du sapé odéré de Kant. Hein. Jean-Michel Blanquer, il porte pas ça? Aujourd'hui? Oui. Ah non, écoutez, aujourd'hui, il me semble qu'une grande partie de la gauche voit dans la laïcité une espèce de, au mieux, un code, mais a oublié ce qui faisait l'esprit de la laïcité, c'est-à-dire la recherche de la vérité, la recherche du savoir. Et vous qui avez rétabli l'éducation civique, je crois, à l'école primaire, lorsque vous étiez ministre de l'Éducation En nationale. 1985, Qu'est-ce oui. qu'on a perdu en cours de route depuis 1985, depuis le milieu des années 80? Alors je rappelle que l'éducation civique avait été supprimée en 1968, justement. Hein, mais par habileté politique, par Edgar Faure, qui à l'époque considérait qu'il donnait du grain à moudre à une certaine école de pensée qui était la contestation de l'époque. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est sous le général de Gaulle, finalement, que l'éducation civique a été supprimée et que Charles de Gaulle aurait dû penser à ce qu'était les valeurs de la citoyenneté. Alors il a donné de grands exemples, et en eux-mêmes c'était des exemples qui élevaient la conscience collective. Mais il faut bien reconnaître que du point de vue du sens de l'État, du point de vue du civisme, il y a des valeurs qui n'ont pas été transmises. On peut le regretter, mais le général de Gaulle n'a pas eu de successeur. Et est-ce que, si on revient 2 minutes à la gauche, le sujet, c'est que c'est pas que la gauche Jaurès ne l'a pas emporté sur la gauche Clémenceau. Est-ce que la gauche du rêve ne l'a pas emporté sur la gauche de la République, qui était celle de Clémenceau que vous citez d'ailleurs régulièrement? Oui, mais si vous le permettez, c'est un peu simplificateur. Je vais vous expliquer ça en 2 mots. Dites-nous. Hein, la controverse entre Jaurès et Clémenceau se fait, si je me souviens bien, en 1906, sur la question de la grève. Et Clémenceau dit à Jaurès, mais écoutez, vos palais de féerie sont magnifiques, mais ils s'effondrent au contact de la réalité. Et je préfère construire la cathédrale républicaine, dont je ne verrai pas l'achèvement, la flèche, hein, mais et Jaurès lui répond,
Mais je ne vais pas tomber dans le piège que vous me tendez, parce qu'il y a l'action collective et il y a l'organisation collective. Sur l'organisation collective, Clémenceau avait dit, mais il n'y a aucune entité, quelle qu'elle soit, classe ouvrière, prolétariat, république même, qui puisse s'arroger le droit de détenir par elle-même la vérité. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'individu conscient. Et le progrès, c'est la conscientisation de l'individu. Mais Jaurès lui dit, mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien considérer que le mouvement de l'histoire est fait de prise de conscience collective, de mouvement collectif, et qu'on ne peut pas répudier tout cela. Même la Révolution française était un grand mouvement d'idées. Et il lui dit d'ailleurs vous-même, Georges Clemenceau, vous contestiez l'obligation de la cotisation sociale pour les retraites, mais je vois que dans le gouvernement auquel vous appartenez, vous avez signé un programme qui établit les retraites ouvrières. Donc vous êtes en contradiction avec vous-même, avec l'homme que vous avez été il y a 15 ans et celui que vous êtes aujourd'hui. Et donc il y a une richesse dans cette controverse parce qu'il y a du vrai dans ce que dit Clemenceau, mais je me sens très proche de cette idée de la conscience fondamentale et du fait qu'il n'y a pas d'organisation, quelle qu'elle soit, qui puisse s'arroger le droit de détenir la vérité. On a vu ce que donnait le totalitarisme, hein, l'Union soviétique, etc. Bon. Mais en même temps, Jaurès a fait la synthèse du socialisme et de la République. Si vous lisez l'histoire socialiste de la Révolution française, il y a des pages tout à fait admirables. Et on n'épuise pas facilement la controverse entre ces deux grandes figures. Alors on va pas la trancher là. Il y a un sujet qui est très présent aujourd'hui, c'est l'hyperviolence, des rixes entre jeunes, des bandes. Le jeune Yuri qui avait été tabassé tout près d'ici dans le 15e arrondissement de Paris. Il fut une époque, je crois que c'était en 1997, où vous parliez de sauvageons et vous avez été beaucoup critiqué. Est-ce que vous étiez en dessous de la vérité ? Ah mais je mettais le doigt sur un point essentiel, qui était l'absence d'éducation. C'est que le sauvageon, c'est l'arbre non greffé qui court à même le sol. Et c'est pas le sauvage. Il n'a pas de tuteur. Hein. Contrairement à ce qui avait pu être parfois donc interprété. Il fallait mettre l'accent sur l'éducation, mais faute qu'on l'ait mis, on en récolte cette génération violente où des petits, même pas adolescents, des enfants de 10-12 ans peuvent taper avec des barres de fer sur leurs copains, sur ceux qu'ils définissent comme l'ennemi. Alors c'est quand même un manque d'éducation flagrant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à redresser dans notre pays et dans l'école. Mais M. Blanquer a commencé le travail, a continué le travail que j'avais entrepris. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand il parle d'ensauvagement d'une partie de la société, est-ce qu'il poursuit le travail, lui aussi ? C'est la même racine linguistique, mais c'est pas le même phénomène. L'ensauvagement, c'est le retour à la sauvagerie. Et c'est pas incompatible. Il y a une perte d'autorité de l'État. Vous trouvez que Emmanuel Macron, le gouvernement l'incarne, cette autorité de l'État ? Écoutez, sa tâche est redoutable, car il doit gérer une pandémie comme on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Et il le fait en se tenant aussi près que possible de ce qu'est l'intérêt du pays, je crois. Par exemple, le refus de procéder à un nouveau confinement. Alors on le critique beaucoup aujourd'hui, mais c'était judicieux, parce qu'on n'est pas obligé de courir à une solution qui n'en est pas une. Parce qu'en réalité, le confinement, c'est le blocage de l'économie. Donc, Emmanuel Macron essaye de trouver la voie la plus juste. Je ne sais pas quelles sont les mesures qui seront annoncées. Parlons un peu d'Europe et de France. Quand on parle d'indépendance, l'épisode des vaccins, du raté de la stratégie vaccinale française et européenne pose question, et pose notamment la question de l'autonomie stratégique aujourd'hui de l'Europe. Alors, l'idée de la stratégie vaccinale est bonne. Il faut vacciner, ça c'est sûr. Et il faut vacciner en masse. 6% des Européens aujourd'hui seulement sont vaccinés ? Oui, ils sont 11% dans la plupart des pays. Enfin, on est plus près de 11% que de 6%, me semble-t-il. Donc c'est quand même un raté ? C'est un raté provisoire, parce qu'on n'a pas les doses en quantité suffisante. Notons quand même la tragédie. Pour moi, c'est une tragédie de Sanofi. Je me souviens du PDG de Sanofi, M. Dehec, qui, il y a 20 ans, me disait
La France n'est que 12% de mon marché, mais j'ai domicilié 80% de la recherche en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Notre recherche, elle est partie en Asie, partie dans les pays à bas coût. Nous avons laissé se disperser aux quatre coins de l'univers, si je puis dire, hein, une industrie stratégique, essentielle, car cette pandémie, elle a des formes diverses. Nous sommes affrontés maintenant à une nouvelle forme de la pandémie, avec les variants. Et cela, Emmanuel Macron ne pouvait pas le savoir le 29 janvier. Donc voilà, Est-ce que vous faites le constat d'une perte d'indépendance stratégique de l'Europe ou de la France ces dernières années? C'est évident. Mais l'Europe, en déclarant son marché ouvert à tous les vents, sans protection, sans politique commerciale, sans politique industrielle, hein, a offert un marché aux multinationales américaines, japonaises, chinoises, hein, ossiennes même pas. Hein, disons que la part de nos propres sociétés n'a cessé de diminuer. Je parle pour la France. Hein. Non, l'Europe n'a pas su faire, mais il n'est pas du tout interdit de penser que Thierry Breton, qui est commissaire à l'industrie, au marché intérieur, va être capable de proposer des pistes de réindustrialisation, car si l'Europe doit survivre à cette crise gigantesque, hein, parce qu'elle est fragile, si elle doit survivre, c'est en prenant des mesures audacieuses qui vont contre la philosophie qui a prévalu au moment de la rédaction des traités. Car les traités ont été rédigés au moment où ce qu'on peut dire le néolibéralisme était à son acmé. Et par conséquent, on a une dérégulation totale. Mais on ne peut pas aller vers une dérégulation totale. Pour une Europe puissance, comme Emmanuel Macron, qui ne cesse de le répéter, il parle de souveraineté européenne, c'est un terme que vous reprendriez? Souveraineté européenne? Je pense que qui dit souverain dit forcément quelqu'un capable d'exercer la souveraineté. Donc un peuple, un démos. Est-ce qu'il y a un démos européen? Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit non, il n'y a pas de démos européen. Il y a 30 peuples en Europe. Donc le Parlement européen n'est pas un Parlement. C'est la juxtaposition de la représentation de 30 peuples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Donc je pense que l'idée de souveraineté, l'idée que nous puissions déléguer une part de notre souveraineté, il faut savoir à qui et qui va l'exercer et comment on va contrôler démocratiquement cet exercice. Et je pense que la nation est forcément en dernier ressort l'instance principale, celle qui peut peut-être déléguer, mais qui doit conserver la possibilité de décider en dernier lieu. Parce que le sentiment d'appartenance est beaucoup plus fort par rapport à la nation qui ne l'est pour l'Europe. Vous faites tous les sondages que vous voulez, vous pouvez le démontrer de manière mathématique. Les gens se sentent allemands, français, italiens, britanniques, avant de se sentir européens, même si nous faisons partie de la même famille de nations. Par conséquent, nous avons des intérêts communs. Mais si nous avons des intérêts communs, il faut nous associer vraiment pour les défendre. Par exemple, sur l'affaire des vaccins, il faut désigner un monsieur vaccin européen, comme on a désigné Michel Barnier pour le Brexit. Merci beaucoup. On va en parler de Michel Barnier justement dans la deuxième partie de cette émission, Jean-Pierre Chevènement. On parlera de la droite. Puisqu'on va parler de la droite après cette intéressée au nouveau clivage de la gauche. Qui veut risquer sa vie la sauvera, je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, vos mémoires qui ont été publiés l'année dernière aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'LCI ce dimanche. Merci infiniment. Merci.